Avec plus d'1,5 million de pratiquants chaque année, dont un quart fait appel à des professionnels de la montagne pour les encadrer, la raquette à neige est une activité de pleine nature en expansion. Bon bah écoute, je pense qu'ils vont pas tarder. Là on a 6 personnes ce matin. Il fait beau, ça va être sympa. Ouais bah on va les emmener au plateau de Montrond. Ouais, bah très bien. Journée. D'accord. Depuis 1976, le ministère Jeunesse et Sport a voulu créer un diplôme d'accompagnateur en montagne. Donc c'est un brevet d'État qui confère à son titulaire d'exercer les différentes activités en montagne, donc la randonnée pédestre, la raquette à neige, le VTT, le canyon depuis quelques années, et il y a eu aussi l'émergence autour de l'handicap par rapport à la joëlette et le fauteuil tout-terrain. La raquette à neige a été développée par les accompagnateurs en montagne il y a une dizaine d'années. L'arrivée de la raquette à neige a permis l'émergence de ce nouveau public. Jean-Marc, bonjour. Marie, ma petite fille, et puis moi c'est Henri. La raquette loisir est à la portée de tous. Activité familiale et conviviale, elle a sa place tant au cœur des massifs pyrénéens et alpins, comme ici en Savoie, sur le plateau des Albiers, que dans les espaces nordiques comme ici, dans le Vercors, à Autran-Méaudre. C'est bon, on n'a rien oublié. Allez, on va retrouver Luc. Bonjour. Ça va? Bonjour les enfants. Bonjour. Voilà, c'est moi qui vous emmène pas avec Luc. Luc Mortier, comme ça, pour les enfants vous dites Luc, pour tout le monde même. En montagne on se tutoie d'habitude. Ok. Vous avez vu, on a le soleil, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir partir. Je vérifie quand même que vous aviez bien tout. Vous avez tous une paire de raquettes, tous une paire de bâtons. On a les de quoi manger, de quoi boire. Les gourdes pleines. Ouais. Non, parce qu'on m'a fait le cours, on est parti d'une gourde vide. Alors, gourde pleine, ok. Ça se sent dans le sac. Ok. Qu'est-ce qu'il vous faut dans un petit sac à dos, des affaires, vous êtes tous bien. L'accompagnateur en montagne, dans sa formation, a toutes les capacités à pouvoir encadrer des petits groupes, d'une part par rapport à des contraintes, je dirais, pédagogiques, mais aussi aux conditions de sécurité. Donc il est formé à la sécurité en montagne, il a le matériel, les équipements et les outils pour prévoir, il doit anticiper tout accident, il doit être là pour conduire son groupe et le ramener. Les gens ont déjà fait de la raquette. Ouais, moi j'en ai fait une fois ou deux. Une fois ou deux, ouais. Voilà. Sinon, non. Jamais, Oui, c'est la Première fois, oui. Il y a longtemps. Monsieur Il y a Il y a longtemps. D'accord. Vous allez voir, c'est très très facile à mettre. Hein. C'est Jean-Marc qui va vous expliquer. Oui, je vais vous expliquer. Hein. Il y en a des modèles qui sont très simples à chausser. Vous voyez, vous avez cette languette qui sert à déplacer la butée arrière de la fixation. Donc, on va faire ça ensemble. De toute façon, je vous donnerai un coup de main et il n'y aura aucun problème. Pour ce qui est de la cale, hein, qui est en fait une cale de montée, mais aussi un système de blocage, on l'enlèvera. On mettra la raquette comme ça. Hein. Donc, on aura le talon libre. Vous verrez en évoluant que c'est beaucoup plus facile de marcher comme ça. On fait le pied. Allez, jusqu'au bout. Tu fais comme, tu tapes de la pointe comme si tu faisais un trou dans la neige. Hein, comme ça, regarde. Hein, comme ça, tu vois. Et comme ça, non, carrément, tape fort. Fais pas peur, ça compte pas, regarde. Voilà, c'est bien. Vas-y, Allez, continue, tape continue. encore. Vas-y, tape. Tant pour votre confort que pour votre sécurité, il est très important que les raquettes et les chaussures soient solidaires au plus juste. Mais bien sûr, pour la marche, les raquettes dotées d'une plaque doivent être utilisées, plaque déverrouillée. Voilà, juste ça. Et c'est toi qui le. Voilà. Bonne journée. Donc il faut absolument que les raquettistes évoluent sur les itinéraires spécifiquement réservés à la raquette, qui sont balisés pour cela, ou alors que les raquettistes puissent partir avec un professionnel de la montagne qui pourra les emmener dans des sites à la fois intéressants pour la pratique de la raquette et qui ne posent pas de difficultés de cohabitation avec les skieurs. On essaye de pas trop
Merci sur les traces des skis de fond là. Parce que ça c'est pour le ski de fond. Et si on bousille tout ça, bah, ça les empêche de faire du ski. Okay. Donc on passe par-dessus ça, puis après la bousille c'est bon. Les domaines de ski sont réservés aux seuls skieurs. Les promeneurs, qu'ils soient raquettistes ou piétons, ne peuvent les fréquenter et suivre les pistes balisées. Bien sûr, si dans certains cas le raquettiste doit traverser une piste, il doit le faire au plus court et s'entourer de toutes les précautions, en particulier de visibilité. De manière générale, les traces de raquettes ou de pas dégradent un manteau neigeux déjà difficile à entretenir. Quelle que soit la nature du terrain, il est important de se munir de bâtons. Ils nous aident à nous stabiliser, répartissent l'effort entre jambes et bras dans les montées. Ils nous assurent, nous confortent dans les descentes ou pour franchir un petit obstacle comme un tronc d'arbre au sol. En tant que médecin de montagne, et moi qui rencontre au cours de la saison d'hiver de nombreuses pathologies en rapport avec les loisirs que l'on peut pratiquer en montagne, notamment la raquette, je crois qu'il faut préparer votre séjour quelques semaines au préalable. Il faut bien se rappeler que la raquette, c'est également un sport. Et pour cela, je crois qu'il faut d'abord entretenir vos capacités physiques. Ça va, vous êtes content? Oui. Regardez un petit peu tout ce qu'on vient de faire là déjà. En un quart d'heure, tout ce qu'on a monté tranquillement. Bon bah donc on a quand même progressé très régulièrement, pas trop vite, hein. Vous avez remarqué que c'est quand même une progression lente, on cède des bâtons, on fait des pas réguliers. Et c'est vrai que c'est l'important en montagne de gérer son effort et d'arriver frais et dispo, et puis de pouvoir encore admirer le paysage, ce qui est le cas en ce moment. On a une vue magnifique tout autour de nous, derrière nous, devant nous, les ébus d'arbres. Et c'est vrai qu'on a un temps absolument magnifique aujourd'hui. Oui, mais j'ai faim, ça se mange là-bas. Ce qu'il y a là-bas, oui, ça se mange. Alors ça, c'est le fruit de l'églantier. C'est du cynorrhodon. Ça se fait en confiture, ça se mange pas comme ça, c'est pas très très bon. Hein. C'est plein de vitamine C. Tiens d'ailleurs, à propos de vitamine C et de manger, puisque la petite a faim, peut-être avez-vous faim? Ah oui. Hein. Donc je vous propose qu'on aille se mettre sur le plat là-bas au soleil, qu'on mange une petite barre de céréales. Les repas sont très importants, notamment le repas du matin, encore plus lorsque vous faites une activité physique. Ne sautez pas de repas, même si vous avez une course qui est un peu plus longue que prévu. N'hésitez pas à manger des sucres lents, afin d'emmagasiner de l'énergie, mais dans votre sac à dos, emportez des barres de céréales et des sucres d'assimilation rapide, afin de pallier le petit coup de barre. Alors, une barre céréales, le papier, les papiers, dans la poche ou dans le sac. N'hésitez pas à bien vous hydrater. Pour limiter tout ce qui est crampes, courbatures. Sachez qu'en montagne, il faut boire sans soif. C'est important. Voilà, soit chaud, soit de l'eau. Le gel d'épices, c'est pour plus tard. Le soleil en montagne peut être parfois très agressif. N'hésitez pas à prendre des crèmes écran total. Les lunettes de soleil sur la neige sont également très importantes. Le risque majeur au niveau des yeux est effectivement l'ophtalmie des neiges, qui est une sorte de brûlure au niveau de la cornée et qui risque de mettre à mal tout le reste du séjour si vous ne vous êtes pas protégé la première journée.
Les enfants, vous n'avez pas de cale de montée. C'est sur les raquettes des adultes, tu vois, c'est cette petite cale qui est là derrière. Il faut que tu lèves le pied, voilà, et tu rabats la cale comme ça. D'accord? Ce qui fait que ton pied, au lieu d'être à plat sur la raquette, il est un petit peu, voilà, il est un petit peu comme ça. D'accord? Donc quand on monte sur un terrain en pente, et ben, le pied, il est à l'horizontale, au lieu de redescendre à chaque fois jusqu'en bas. Donc c'est censé tirer un petit peu moins là. Moi, je vois pas trop de différence. Il n'y a pas trop de différence. Non, mais là en plus la neige est profonde là. Ce qui fait que ta raquette elle se remet à plat au lieu de rester en pente. Donc, Oui, une fois qu'on est sur le plat, on est un petit peu basculé à l'avant. Voilà, ça fait talon aiguille. Hein. Non, en fait, on s'en sert vraiment dans les pentes raides quand on les prend tout droit. Et si on est sur un terrain vallonné comme dans le Vercors, en gros, on s'en sert jamais. Parce qu'il faudrait les mettre, les enlever, les remettre, les enlever. Quoi. Voilà. Je te les... Hop. Et hop. Merci. Et voilà. Bon, enfin, tu auras testé par toi. Bon, on est reparti. Allez, on continue par là. Allez, je te passe devant. On trouve beaucoup d'accompagnateurs en montagne qui ont une spécialité. Faune, flore, aménagement du territoire, connaissance du patrimoine. Et ce qui permet à partir de là d'utiliser la raquette à neige comme un support, hein, ça peut être comme toute autre activité, mais de pouvoir découvrir tout le milieu montagnard. Ah bah tiens, le voilà le vrai sapin. Ça fait comme un peigne, les aiguilles elles sont de chaque côté de la branche. Et si on la retourne, hop, il y a les deux petites traces de ski sur chaque aiguille. D'accord, on les voit bien là. Et celui-là, l'épicéa, regardez si je le retourne, hop, la même couleur de chaque côté, pas très blanc comme le sapin. Et puis les aiguilles tout autour, comme une brosse. Donc celui que vous avez appelé sapin de Noël au départ, en fait, c'est un épicéa. Tout à l'heure, on a vu du cynorhodon en bas. Donc ça n'a rien à voir. Hein. C'est du sorbier des oiseleurs qui est très apprécié par la grive. D'accord? Et puis cette plante-là... Ah, bah, ça je connais. Ça, c'est la grande gentiane jaune. Ça, on fait la suze avec. Absolument, avec les racines de cette plante, on fait la suze. Et là, ce petit bâtiment, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'était assez particulier. En fait, c'était le frédier. C'est un peu le frigidaire, l'ancêtre du frigo. Les gens mettaient ici les produits laitiers à l'abri de la chaleur et avec un taux d'humidité suffisant pour la conservation, notamment du lait ou de la crème, du beurre. D'une façon générale, la flore est toujours plus sensible en milieu de montagne et effectivement la pratique de la raquette peut avoir des incidences sur la flore. Alors, on ne parlera pas de la flore qui est vraiment sous la couche neigeuse et bien à l'abri d'ailleurs, mais essentiellement des arbres hein, qui très souvent peuvent juste dépasser ou affleurer donc à la surface de la neige. Donc il faut autant que possible essayer d'éviter. Alors faites attention, il y a un jeune épicéa qui pousse. Hein, on ne va pas lui marcher dessus, on va quand même le laisser vivre, hein, c'est important. Si on parle de la faune, on s'aperçoit que les animaux en hiver ne vivent que grâce aux réserves qu'ils ont pu accumuler l'été. Alors on a un exemple qui est vraiment flagrant, c'est le cas du tétralyre sur lequel les Suisses ont fait de nombreuses études et ils se sont aperçus que son alimentation ne permettait que de maintenir sa température corporelle, c'est-à-dire que pour tous ses déplacements, il va malgré tout puiser dans ses réserves. Donc il faut qu'il limite absolument au maximum ses déplacements et s'il est dérangé à de nombreuses reprises pendant l'hiver, sa survie là est compromise. Oh, dis donc, regardez là, il y a des traces d'un animal. Je vous approche un petit peu parce que c'est quand même assez intéressant. Il y a des traces d'un animal qui a tourné en rond, qui ensuite a filé tout droit. Et là-bas, on voit quelques traits, ce sont ses ailes. Et l'animal s'est envolé. Donc un oiseau. Et donc un oiseau. C'est un tétra. C'est un tétra. D'ailleurs, à ce propos de tétra, là, on est dans une zone à tétra. Donc c'est un animal qui est très, très fragile, comme d'autres animaux de toute façon l'hiver. C'est pour ça d'ailleurs que je vais demander au propriétaire du chien de l'attacher, hein, pour qu'on passe dans cette zone, une zone fragile en fait. Hop. C'est bon? C'est fait. D'accord, très bien. Et ce qui est important là, de souligner par rapport à ces animaux, c'est d'une part ils sont fragilisés par l'hiver parce qu'ils ont du mal à trouver leur nourriture et puis qu'il fait froid. Et d'autre part, c'est vrai qu'ils sont souvent dérangés par les vacanciers qui font du ski ou de la raquette.
Donc il faut être très très attentif à ne pas déranger les animaux en hiver. On peut donner plusieurs conseils. Le premier, c'est éventuellement de partir avec des professionnels qui connaissent bien le milieu et qui connaissent les précautions qu'il faut prendre. Ou bien alors, si vous êtes seul, munissez-vous de jumelles, voire de longue vue pour observer la faune de loin sans la déranger. Ne suivez pas les traces fraîches parce qu'inévitablement, au bout, il y a un animal qu'on va déranger. Et dans l'hypothèse où on dérange un animal, ce qui peut toujours arriver, eh bien, ne pas le poursuivre et lui laisser reprendre sa vie courante le plus rapidement possible. Hein, vous voyez la trace des ailes, juste là, à un moment de son envol. Et un peu plus loin, vous avez des traces de lièvre. Alors, vous en avez pas mal, vous voyez, vous avez un lièvre qui est passé juste là. Ouais. Donc il est peut-être passé cette nuit ou l'avant-veille. Et on peut savoir dans quel sens il va, là, le lièvre? Ah bah oui, en regardant les empreintes, il faut se demander comment l'animal est fait. Vous m'avez dit qu'il avait 4 pattes, donc forcément il y en a 2 devant, 2 derrière normalement. D'accord. Alors ça, les plus grosses là, ce sont les pattes de derrière. D'accord. Ces 2 là, ce sont les pattes de devant. D'accord. Donc il va dans quel sens? Pattes de derrière, pattes de devant. Bah, il va comme ça. Ouais, non mais là je t'ai piégé, Tristan. Parce qu'en fait il va par là. D'accord. Parce que le lièvre, il va d'abord poser ses pattes de devant, et je vous le montre. Hein. Le lièvre, il pose ses pattes de devant comme ça, d'accord. Donc ça, c'est mes 2 petites empreintes là, qui sont derrière, d'accord. Et après, mes 2 pattes, ces 2 pattes de derrière, elles vont aller passer autour et aller se poser là-bas devant. D'accord. Ce qui fait que l'empreinte au sol, on a les pattes de derrière qui sont devant. Et mon lièvre, il va bien par là. Ça, c'est le petit piège. Si vous repartez avec quelqu'un d'autre en vacances, vous lui demandez ça, il tombe dans le piège comme Tristan. Mais Tristan, ça y est, c'était la première fois. C'est fini. On est parti. Faites attention aux branches avec les yeux là. On va se glisser dans le petit trou. D'accord, Angélique? Bonjour. 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 Et voilà. Sommet de la Sûre, tu vois, altitude, la Sûre, 1643. Ah bah ça correspond à peu près. On n'était pas loin. GR, grande randonnée. Donc ça, c'est le GR qui a le numéro 9 et qui passe sur le Vercors. On peut faire, c'est qu'on s'arrêtera juste après là, puis on va enlever 2-3 couches parce qu'il fait chaud, puis je vous dirai un peu ce qu'on voit. On va faire des photos. Hein. La raquette loisir a ses limites liées au terrain. Les professionnels qui vous encadrent ne vous emmènera que sur des reliefs adaptés et sûrs que l'on peut fréquenter sans être équipé d'un arva. Bon, c'est un peu tard. On va peut-être commencer à faire demi-tour. Parce que là, le soleil se couche. Puis bon, il faut quand même penser à rentrer, encore un bout de chemin. C'est vrai que ça aurait été sympa d'aller dans ces pentes-là. Mais bon, d'une part, il se fait tard. D'autre part, on n'est pas équipé. Il nous aurait fallu des arvas. Donc on va être prudent et sage, on va rentrer. Alors les aiguillards derrière sont au nombre de 3, vous l'avez remarqué. Donc la plus grande, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la dernière. Elle fait 3514 mètres.
La raquette à neige n'a pas une traumatologie particulière si on la compare à l'activité de randonnée d'été. C'est la même chose. Le principe de base, c'est l'entorse de cheville ou plus rarement l'entorse du genou. Surtout l'entorse de cheville puisqu'on a des bras de levier relativement importants avec la largeur des raquettes quand les gens ont des chaussures qui ne maintiennent pas bien la cheville ou qui marchent dans des zones en dévers sans une grande technique ou avec des raquettes mal adaptées. Quand vous partez en montagne, nous conseillons de partir avec le téléphone portable. Les massifs montagneux français sont de mieux en mieux servis par les opérateurs. Le 112, qui est le numéro d'appel d'urgence international, il est reçu en France par un centre de régulation qui vous mettra en conférence avec le secours en montagne. Oui, bonjour, ici le poste de secours de PGHM de Modane. Oui, bonjour les secouristes. Oui, c'est bien les secouristes, oui. Oui, voilà, donc faudrait venir me chercher parce que je viens de tomber, je me suis fait mal à la cheville. Et faut venir me chercher là. Bon, bah, très bien. Donc, vous allez me donner l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes parti de quel endroit? Eh ben, je me trouve actuellement sur une clairière et j'ai laissé la voiture au niveau du barrage de Plan d'Aval et j'ai emprunté un chemin. Et puis maintenant je suis sur la clairière, quoi. Bon, très bien. Vous avez marché pendant combien de temps environ? Au niveau à peu près 20 minutes. Très bien, donc on arrive à situer votre endroit. D'où vous êtes, vous devez voir la station de ski d'Aussois. Oui, effectivement. Je la vois, elle est tout en bas là-bas. Bon, bah, c'est parfait. Donc on vous a localisé par rapport à la carte. Ce qu'il faudrait me donner, c'est en fait vos blessures. Vous souffrez de quoi exactement? J'ai mal à la cheville et en marchant, je suis tombé et j'ai entendu ça craquer au niveau de ma cheville. Alors j'ai réussi à marcher avec un bâton jusqu'à la clairière, mais j'ai vraiment mal à la cheville. L'idéal, c'est d'avoir, pour ceux qui partent en secours, un bilan correct. Si tout le monde pouvait avoir ne serait-ce qu'un premier degré de secourisme, ça serait idéal. Ne vous coupez pas, et on sera là environ dans 10 minutes avec l'hélicoptère de Modane. Le secours en montagne en France a débuté en 1958, il a été assuré par l'État. Il est assuré actuellement par 3 organismes publics de l'État, la gendarmerie par les PGHM, les CRS par les compagnies des Alpes et les pompiers par les groupes montagne. Il est assuré en permanence toute l'année par ces 3 unités, ou en alternance ou en mixité, selon les plans départementaux de secours en montagne. Le secours en montagne est assuré en coopération avec les moyens terrestres fournis par la gendarmerie, les CRS et les pompiers, par les hélicoptères de la gendarmerie, les hélicoptères de la sécurité civile et par endroit des hélicoptères privés qui sont requis par l'État pour assurer le secours en montagne. Tous les gendarmes sont secouristes diplômés. Beaucoup sont guides de haute montagne, brevets d'état de ski ou accompagnateurs moyenne montagne. – 90% des interventions aujourd'hui se font par les moyens aériens. Donc vous avez 90% de chances de voir arriver l'hélicoptère sur vous si vous demandez l'intervention de secours en montagne. Ceci dit, l'hélicoptère ne peut pas décoller en cas de mauvais temps, il ne peut pas décoller non plus en fin de journée, en soirée, puisqu'on ne fait pas de secours de nuit avec les moyens aériens. Donc si vous transmettez une alerte d'une manière assez tardive, là il y a de fortes chances qu'on fasse une caravane terrestre de secours. Qui dit caravane terrestre dit temps d'intervention beaucoup plus long, avec tout ce que ça engendre au niveau de la victime. Il faut prendre en compte le stress de la victime lié au milieu, à l'isolement, au froid, au fait qu'elle a mal. La victime elle-même peut difficilement gérer ça toute seule. Donc elle a besoin d'être entourée, d'être rassurée. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Je suis content de vous voir.
parce que là, j'ai bien cru que... Qu'est-ce qui vous arrive? Et ben voilà, j'étais en raquette là-bas, je cherchais mon chemin, j'étais un peu perdu et puis... Et là, vous avez mal où? Et j'ai mal à ma cheville droite, là, sur mon pied droit. Okay. Donc, juste la cheville, hein? Voilà, juste la cheville, elle a tordu, j'ai entendu craquer. Bah, vous ne bougez pas. Ouais, ouais. On va vous enlever vos raquettes. On va enlever les raquettes déjà. D'accord. Bon, je tiens ton pied en attendant que tu arrives. Ah, malheur. Je cherchais le chemin et puis je suis tombé, j'ai réussi à me sortir de là, je sais pas comment. Et vous êtes tout seul? Ouais, je suis tout seul. Vas-y, tu enlèves la faire celle-là. Et vous avez pas de carte non plus, quoi? Ah non, j'ai emprunté le chemin, là, j'ai garé la voiture au bout de la route là-bas. Laisse venir, voilà, doucement, les jambes en tension. Il ne faut jamais partir seul en montagne, vous voyez bien, donc aujourd'hui vous vous retrouvez un peu en difficulté. Si vous n'avez pas de moyen de liaison, ben, vous faites comment? C'est vrai. D'accord? Donc faites attention pour la prochaine fois. Ouais. Très bien. Bon, on peut rappeler l'hélico, hein, il est conditionné, on va le charger comme ça, hein, tout simplement. Si vous n'avez pas demandé de secours et que vous êtes survolé avec insistance par un hélicoptère, il convient alors de le signaler à l'équipe de secours en faisant le signe international du NO. Si au contraire, vous avez demandé ce secours, il faudra alors faire le signe international du YES, comme ici. C'est toujours imprévu ce qui se passe en montagne. Il faut être progressif. La montagne, dans le temps, ça prenait par compagnonnage progressivement. Maintenant, on lit 3 livres, on a l'impression qu'on sait tout. C'est faux. Il faut apprendre. Il ne faut pas hésiter à se faire encadrer par des professionnels au début. On apprend beaucoup plus de choses que tout seul et avec une bonne marge de sécurité. La raquette à neige peut être également un outil d'aventure. Elle est alors pratiquée par ceux qui ont à la fois une bonne dose d'expérience, c'est-à-dire un réel vécu montagne, et de solides connaissances techniques. Si Rachel peut nous faire encore à manger, il y a Patrick, qui est accompagnateur en montagne dans le coin, qui nous a conseillé ce resto. Et il est tout à côté. Si on part comme prévu demain en raquette, ça peut le faire. Bonjour. Eric, je suis accompagnateur en montagne, je suis un ami de Patrick. Ah d'accord. C'est votre voisin, non? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Juste derrière. On peut encore manger? Oui. C'est pas trop tard? Salut, ça va? Ça va, écoute. Ça va bien? Ouais. T'as amené des raquettes? Salut. Ouais, j'ai pris celle-là, hein. J'ai pris les raquettes à plaques. Ouais. Tiens, vas-y. Nickel. Et sinon, il fait beau depuis du temps ici. Alors, Expérience et connaissances ne font pas tout. Préparer une sortie en montagne, c'est avant tout s'informer localement auprès des professionnels qui vivent et connaissent parfaitement le secteur dans lequel on souhaite évoluer. Ouais, bah à la rando demain. Eh ben, bonne balade. Merci. Premier domaine d'information à vérifier localement, celui de la météorologie. J'ai pris avant de venir, tu sais, il y a 3 jours, j'ai pris la météo. Oui. Bon, il disait beau, hein, quoi. Tu penses, toi? Il n'y a aucun problème. De toute façon, je pense que vous allez vous régaler. Mais demain, tu es avec nous? Non, demain je peux pas. Pour s'informer sur les conditions météo, vous avez tout d'abord le téléphone avec les répondeurs téléphoniques, le 08 92 68 08 08 qui est le portail météo national. Hein. Ensuite, par département, le 08 92 68 02 plus les 2 chiffres du département. Et ensuite, il y a des répondeurs spécifiques pour les avalanches en particulier, alors 08 92 68 10 20. Et un remplaçant aujourd'hui Minitel qui est Internet avec météo.fr, www.météo.fr. Le site internet de Météo France comporte une page montagne élaborée par massif et par station où les prévisions à 3 jours sont accessibles. Le site donne également accès à la carte vigilance estimant l'ensemble des risques météorologiques par département et, en lien direct avec les activités de montagne hivernale, le bulletin d'estimation des risques d'avalanche. Si des conditions météo favorables autorisent finalement la sortie en montagne, il faudra alors déterminer et préparer un itinéraire adapté à la raquette. Tu vois bien là?
Moi, je pensais donc partir du haut du village. Ici, là, cette croupe, on la suit face à la pente, on arrive sur le plat, on contourne le perron par le col. Là, ici, là, il y a une montée régule, il y a un itinéraire ski de rando, on va voir concrètement, ça passe, ça me semble une pente régule. Alors, le principe d'une avalanche, c'est de la neige sur une pente qui glisse vers le bas. Donc, en fonction de ce principe, à partir du moment où il y a de la neige sur une pente, il y a un risque d'avalanche. Ce risque sera plus ou moins important en fonction d'un certain nombre de conditions. Sur le terrain, au départ des stations de montagne, ce niveau de risque sera figuré par différents drapeaux. On se trouve avec 5 niveaux de risque, ce qui paraît suffisant pour décrire ces risques. Donc il y a le niveau 1, c'est-à-dire le risque est faible. Le niveau 2, c'est le risque est limité. Le niveau 3, c'est le risque marqué. 4, c'est fort. Et 5, c'est très fort. On bivouac au refuge. Et le lendemain, bon, aiguille de laisse. Bon, là encore, on appréciera si les conditions sont OK à ce moment-là. Mais donc ça vaut le coup, non, l'aiguille de laisse? Ah oui, non, mais voilà. C'est un peu raide à la fin, mais sinon c'est super bien. Super. Bon, on verra concrètement ce qu'on fait. D'accord. Ok. Bon. Bon, bah écoute, on va faire les sacs. On va pointer tout le matériel pour demain. Ça, les tous couchés. Bon, alors, moi j'ai un peu de matériel. J'ai peut-être des choses. Expérience de la montagne et connaissances techniques, prise d'informations locales, mais aussi équipements individuels sans lesquels on ne peut pas envisager une pratique vraiment responsable de la montagne. Outre les vivres de course et les vêtements de rechange, le fond de sac pour toute randonnée doit obligatoirement comporter une pharmacie, un arva, associé aux indispensables pelles et sondes, une corde, une couverture de survie, une frontale dotée de piles neuves et un moyen de liaison, téléphone portable ou radio VHF. Partir en montagne, c'est aussi partir tôt, pour profiter des meilleures conditions de neige et pour disposer d'une marge horaire de sécurité dans sa gestion de course. Bah ça va, t'es à l'heure? Comme tout le monde. Hein? Ouais, bien dormi? Impeccable. Ouais. On a tout quoi, les piles, de l'arva. L'arva, nickel. D'accord. Bon, on veut dire Isabelle qu'on part, je crois que c'est elle qu'il faut filer le mot. Ouais. Au revoir Isa. Petit truc. Salut Isa. Ça va? Comme prévu. Hein? Bonjour, Eric. Un pote de Patrick, tiens, je te laisse ça. C'est juste la course aujourd'hui. Okay. Donc en gros, bon, on va au CAF. On rentre demain 13h? Pas de problème, le blanc vous attendra. Bah, c'est super. Royal. Ouais. Allez, bon, bah, bonne journée. À demain, ciao. Quand on part en montagne, on doit le signaler à quelqu'un resté dans la vallée. Remettre sa fiche de course à une tierce personne est une précaution supplémentaire. Bonne balade. Alors une zone sécurisée ou une zone sûre par rapport au risque d'avalanche, soit c'est une zone dont les pentes supérieures ont été purgées à l'aide d'explosifs, ce qui se fait de façon classique dans les stations de ski, soit c'est au contraire une zone plane ou pratiquement plane, mais très éloignée du pied des pentes, de pentes qui peuvent dominer cette zone. Au-delà des zones sécurisées et tout au long de la randonnée, il faudra non seulement apprécier les conditions de neige au cas par cas, mais aussi rester attentif sur l'évolution des conditions météo. Le temps change très vite en montagne et tous les phénomènes météo y sont amplifiés. Le randonneur doit toujours avoir à cœur de regarder le ciel et de faire attention au type de nuages qui se présentent, et aussi s'il dispose d'un altibarreau, ce qui est quand même souhaitable, il peut voir les variations de pression et effectivement anticiper une aggravation. Massif Beldon.
Ouais. Ouais. Voilà le rôle. Fait manger. Ouais. Oh. Ouais. Ben, on est les seuls. Hein? Est-ce que la table est mise? Quelqu'un? Les ARVA ont été fixés sous les vêtements et activés depuis le départ. Vérifier de temps à autre leur bon fonctionnement est une précaution utile. Allez, Aurélien, tu viens? « 15 mètres, 7 mètres, oula. Circulez, jeune homme. C'est bon. Ok. Ça devrait. C'est bon. Ouais. Une fois sur le terrain, l'itinéraire initialement déterminé sur carte doit être reconsidéré en permanence grâce aux informations délivrées par le paysage. Aspect du manteau neigeux, présence de coulées d'avalanche ou de zones où la neige a été accumulée par le vent. Ma foi, ça a bougé hein, quand même. Donc demain, l'objectif c'est l'Est, mais pour y aller, donc là sur le replat, après donc on enfilerait le volant, mais t'as vu ce qu'il y a au-dessus? Ce qui est tombé déjà? Ouais. Donc pas bon en fait, on va s'enquiller dans le vallon, on non, va rester non. à gauche. Ah, il y a plutôt notre plaque qui n'est pas partie là à gauche. Ouais, on resterait plutôt sur la croupe. Tu vas voir, Aurélien? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Sur la croupe, non? Impeccable. Ouais. Sur la croupe. Parce que là, franchement, donc ça a pu tomber quand? Entre il y a 10 jours et maintenant? Ouais, c'est ça. Ouais, entre il y a 10 jours et maintenant. Mais par contre, 6 et 8 jours. Si tu prends un peu plus au sud là-bas, là où c'est strié, c'est clair que là-bas ça va pas déclencher, mais si on y va, on peut déclencher. Hein. Moi j'irais volontiers voir en face. Les itinéraires d'été, reportés sur les cartes et parfois dotés d'un balisage de terrain visible en hiver, ne sont pas adaptés à la pratique de la randonnée hivernale. Il ne s'agit donc pas alors de simplement transposer en milieu enneigé ces connaissances issues de la pratique estivale. Regarde, t'as vu le chemin d'été? En plein dans les coulées. Pas bon, hein? Pas bon à fréquenter le chemin d'été en hiver. Hein. Non. D'ailleurs, sur le lac en ce moment, ouais. Sur la glace, c'est bien solide. Ouais. Ça t'évite bien gelé en plus. Sur le versant. Hop les. C'est bon? C'est stable? Tu garantis? Ok. L'itinéraire de progression est donc affiné en fonction de ces différentes observations. Sa mise en œuvre s'entoure de précautions, comme, par exemple, la conservation d'une distance de sécurité entre les randonneurs. Ici, c'est le cas en s'engageant sur ce lac gelé. Sur ces terrains de montagne, raquettistes et skieurs de rando peuvent se retrouver. Il arrive qu'ils partagent le même objectif de course, mais chacun l'atteindra alors par un itinéraire adapté à son outil de progression. Ouais.
apprécier le risque avalancheux sur le terrain repose aussi sur notre capacité d'analyse du manteau neigeux. Savoir lire la neige est important, cela s'acquiert sondage après sondage. Alors, on se fait un petit sondage. Ouais, on va faire creuser les jeunes. Hein. Voilà. Ouais. Avant que tu creuses, Aurélien, on sonde. Ça, on va te dire combien tu vas creuser. Voilà. Alors d'une façon générale, dès qu'on va sortir des zones sécurisées, il faut garder en mémoire qu'on peut être confronté au risque d'avalanche. Comment évaluer ce risque sur le terrain? Il y a, à mon avis, deux paramètres essentiels. Le premier concerne la neige de surface, la neige dans laquelle on va progresser. Et là, il y a une question essentielle qui est de savoir est-ce qu'on progresse, qu'on va avancer dans la neige nouvelle ou sur de la vieille neige. Sachant qu'à partir du moment où on est en situation de neige nouvelle, c'est-à-dire on a sous les pieds 20, 30, 40 cm de neige qui n'était pas là il y a 2, 3, 4, 5, 8 jours, on est en neige nouvelle. Et je parle de neige nouvelle plutôt que de neige fraîche parce que je pense que cette neige nouvelle comprend à la fois la neige issue directement des précipitations, c'est-à-dire il a neigé il y a 2, 3, 4, 5, 8 jours, on est en neige nouvelle, mais si il a fait beau, mais qu'il y a eu du transport de neige par le vent, c'est-à-dire que la neige a été reprise, transportée, accumulée à un endroit, et bien cette neige qu'on a sous les pieds, qui a été accumulée par le vent il y a quelques jours, est aussi de la neige nouvelle. Et tout ce qui est neige nouvelle, dans une pente suffisamment raide, est de la neige qui peut partir en avalanche de plaques. Alors la seconde question concerne ce qui est sous cette neige nouvelle. Sachant que je considère que dans tous les cas, a priori, la neige nouvelle peut partir en avalanche. Une question est ce qu'il y a en dessous, si sous cette neige nouvelle, soit directement, soit un peu plus bas, s'il y a une couche qu'on appelle une couche fragile, une couche capable de s'effondrer, alors là, non seulement la neige nouvelle peut partir en avalanche, mais aussi la vieille neige qui était en dessous. Et j'ajouterais que la présence de cette couche fragile enfouie, donc d'une part, facilite le départ de la neige nouvelle, voire la vieille neige en plaque, et d'autre part, ce sont ces couches fragiles qui permettent ce qu'on appelle les déclenchements à distance. C'est-à-dire que dans les cas où il y a ces couches fragiles enfouies, eh bien on peut, en étant sur un endroit plat ou peu incliné, provoquer le départ d'une avalanche dans une pente plus raide qui, malheureusement, peut se situer au-dessus du groupe dont on fait partie et menacer ce groupe. Comment se faire une idée précise de cette couche fragile? Je pense qu'on peut recenser 4 méthodes. La première, la plus classique, peut-être la plus évidente, c'est de faire un trou. Il faut faire des trous dans la neige, c'est indispensable de savoir sur quoi on progresse, de savoir comment ça évolue, etc. Donc c'est la première méthode, faire un trou dans la neige, avec un obstacle, une limite, une difficulté qui est que faire un trou ici ne nous dit pas forcément grand-chose sur la neige à 10 mètres de nous. Donc faire un trou, c'est intéressant, instructif, mais attention à l'exploitation, ça ne nous dit pas forcément comment est la pente à quelques mètres de là. Première méthode. Seconde méthode ou seconde approche, c'est ce qu'on peut faire en progression. Alors en progression, en regardant l'environnement, les avalanches qui sont parties à droite, à gauche, etc., ça peut nous donner une idée précise sur ces présences de couches fragiles et donc de propagation de déclenchement. Toujours en progressant, il y a une technique qui me semble très fructueuse, elle est très approximative, elle n'est pas précise mais elle est fructueuse et rentable, c'est le sondage au bâton. Hein. Sans s'arrêter, en progressant, on enfonce son bâton comme on peut le faire ici par exemple. On ressent ce qui se passe, là on a une couche un peu ferme, hein, là c'est nettement plus dur. Je continue et tout d'un coup, hop, ça plonge. Et ce bâton qui, après avoir rencontré une certaine résistance, va plonger brusquement, eh bien, nous indique la présence d'une couche fragile. Et donc en répétant l'opération, on peut avoir confirmation, hop, voilà, ça plonge. Confirmation du doute, auquel cas il est quand même très intéressant d'aller voir à la main ce que c'est que cette couche fragile. Donc ici on peut le faire. Voilà. Alors on a ici des grains qui constituent les couches fragiles typiques. Ce sont des grains qui sont assez gros, qui sont anguleux.
qu'on peut assimiler à du gros sel. C'est la neige qui est sèche, sans cohésion, avec des grains qu'on identifie très très bien à l'œil nu. Ils sont anguleux, ils sont parfois striés et ils n'ont aucune cohésion entre eux. Et c'est les grains qui constituent ce type de couche qui vont permettre l'effondrement, la propagation de rupture, le cisaillement, etc. Tout ce qui va faire la première rupture qui permet le déclenchement des plaques. Et donc ce constat-là amène quand même à une grande prudence et à une gestion de sa course qui peut être différente. Ayant fait un trou jusqu'au sol, on peut se faire un peu une idée de la stabilité du manteau neigeux à cet endroit précis, sans préjuger de ce qui peut être ailleurs. Mais par exemple, voici un manteau neigeux qui fait une cinquantaine de centimètres d'épaisseur, ce qui est faible, mais néanmoins, il semble présenter toutes les caractéristiques d'un manteau neigeux instable, du moins à cet endroit. Alors ici, si on regarde, on a en surface la neige qui est restée poudreuse. En dessous, on a là de la neige un peu plus ferme, qui est plus ancienne. Et juste sous cette neige plus ferme et plus ancienne, on a ces fameuses couches fragiles, tout à fait capables de s'effondrer. Alors on en a plusieurs, on en a une ici qui est très fragile, avec très peu de cohésion. Là c'est un peu plus ferme. Et là on arrive à cette magnifique couche de gobelet qui montre ce qu'est une couche fragile typique. Un effondrement qui va s'initier ici, peut très bien se propager, un petit peu comme le feraient des dominos qui se cassent la figure, ou un château de cartes, sous la surpression des couches au-dessus, sur de très grandes distances, et en tout cas jusqu'à des pentes où là le cisaillement peut se produire et permettre le déclenchement de la plaque. Je rafraîchis la coupe pour voir nettement ces couches fragiles et essayer de voir cet effondrement lors du passage d'un skieur, sachant que le phénomène est identique avec les raquettistes. Il existe un certain nombre d'idées reçues qui circulent dans le milieu de la montagne. Je pense en particulier à en forêt on risque rien. En forêt, il peut y avoir des avalanches, il peut y avoir des avalanches dans les clairières, donc ça n'est pas parce qu'on est en forêt qu'il ne faut plus faire attention, il va continuer à falloir réfléchir et à analyser un petit peu quel type de forêt, car il peut y avoir des avalanches en forêt. De même, la présence de traces n'est malheureusement absolument pas un gage absolu de stabilité du manteau neigeux. Entre le moment où les traces ont été faites et le moment où l'on va arriver, les conditions météorologiques ont pu faire que le manteau neigeux s'est fragilisé. À partir d'un certain niveau, on ne peut plus faire l'économie d'une certaine formation. Et donc pour les pratiquants, il existe un certain nombre de documents, que ce soit des dépliants, des brochures, des livres, des cassettes vidéo comme ce que propose l'ANENA et qui vont permettre justement aux gens d'acquérir cette formation initiale de base pour mieux comprendre, pour être plus aptes à lire les informations que la montagne leur donne pour mieux estimer le risque d'avalanche. Rallier le refuge ou le point de bivouac suffisamment tôt, c'est plus de sécurité. Et surtout, ce temps libre avant la nuit permet de s'entraîner aux manœuvres de sécurité pour en acquérir les automatismes, en particulier pour ce qui est du maniement de l'arva. T'as déjà cherché le canard une fois? Ouais. Patrick t'a montré? Ouais, il m'a appris. Alors là, t'en as planqué un. Ouais. Il est pas loin du refuge, une zone de 10 sur 10. Tu vas voir. Tu entends? Ouais, t'as 80, 35. Tu l'as. Ah, tu peux commencer la recherche entre 8 et 15 mètres. Comme tous les appareils, donc comme tous les ustensiles que vous avez, c'est sûr que si vous ne savez pas utiliser l'arva à l'appel de la sonde, ça ne sert à rien de l'emporter. Donc sachant qu'une avalanche, si vous avez une avalanche, il faut dégager la victime le plus rapidement possible. On considère qu'au-delà de 45 minutes, il y a 90% de chances que la personne soit décédée. Donc quand vous avez ce genre de problème qui vous arrive dessus, vous pourrez compter quasiment que sur vous-même. Puisque les secours spécialisés, le temps qu'il y ait l'alerte, le temps qu'il y ait les déplacements du personnel, même si ça se fait avec des moyens aériens,
le temps qu'on se mette en place, en général, on ne se mettra jamais en place avant 45 minutes, c'est guère possible, quoi. Donc, en cas d'avalanche, il faut compter sur vous-même. Donc, Arva, pelle, sonde, en sachant les utiliser, c'est obligatoire. Continue. Continue, vas-y, continue. T'as ralenti là, reviens vite. Ça veut dire que t'as la même ligne et t'as un maximum par là. Ouais. Ok, t'as un maximum par là. Ok, tac, le câble. Hop, bravo. Ouais. C'est bien. Faut que je m'y remette. Ah ouais, faut en faire très souvent et après tu verras. Tu te trouves en 1 minute. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un chouille de réseau tout à l'heure. On rappelle la météo pour demain. Bien. On est bien là. Puis là. Et puis là. Ouais, une chouille, hein. Une barre. On peut aller loin avec ça. Anticyclonique, persistant, ISO 0. D'accord. C'est beau. Bon, c'est pareil, hein. Super. On va pas bouger demain. Bien. Bon, bah ça, one. Bon, demain on va où alors? L'itinéraire. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Trace de ski était, elle, ici. On évite. Et dès qu'on peut, tu avais dit qu'on passait sur le plat à quel niveau? Ici, hein. Ouais, j'ai fait un groupe un peu long. Voilà, on prend le col. Et là, on est sur un plat. D'accord. Voilà. Vu qu'on a le GPS, moi je vous propose demain matin, là c'est pas trop possible avec le toit au-dessus, hein. Demain matin, pendant qu'on chausse les raquettes, on laisse chercher les satellites, on y rentre la position du refuge, celle du col, du point de sortie et celle de l'aiguille. Oh, quel mauvais temps quoi. Ouais, bah ça pourra toujours servir, de toute manière, c'est pour ça de mémoriser. Ouais, pour une autre c'est jamais, hein. D'accord. Faut prévoir. Bon, allez, sur ce, on va pas traîner à table. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Ce n'est donc qu'au soir, en fonction des observations du premier jour, que la faisabilité de l'objectif du lendemain sera confirmée. Bon, 1, 2, 3, 5 satellites, mais c'est pas plus mal. Ok, donc on fait le point d'ici. Précision de 12 mètres. Ça le fait? Setup, option, oui, go. Bon. Et voilà, normalement on a mémorisé la position du coin. Pour y revenir. Les refuges d'hiver et les abris, qui rendent possible bien des courses en montagne, sont placés sous la responsabilité et le civisme de ceux qui les utilisent. Il est d'usage d'y laisser l'excédent des vivres de course. Il est impératif de redescendre ces déchets dans la vallée et de bien fermer les volets de ces abris. Et la croupe, hein, comme on a dit. Hein. Yo! C'est bon. Ouais, presque bon. La raquette à neige a donc toute sa place en montagne. Cet outil est parfaitement adapté si l'on en respecte les limites techniques. Mais surtout, progresser en raquette, au loin des stations et des villages, dans cet immense terrain de jeu, est l'aboutissement d'un long cheminement individuel vers la connaissance de la montagne au travers de tous ses paramètres. Se former, progressivement, auprès des professionnels, accompagnateurs en montagne, guides de haute montagne, est la condition pour prendre un bon départ vers l'autonomie et la sécurité. Être conscient des risques pour pouvoir les anticiper et réagir, se remettre en question à chaque sortie, tout mettre en œuvre modestement pour que finalement la montagne reste cet immense terrain de jeu et d'aventure. Il arrive parfois que les raquettistes se retrouvent à l'occasion d'un raid. Pour partager une journée ludique, la raquette devient alors un objet de compétition amicale.